De mon aïeul, mon arrière-grand-mère, il m'est venu un carnet un jour d'un héritage qui n'intéressait personne. En ouvrant son carnet, je suis tombée sur son journal. Il y avait aussi des feuilles volantes d'une écriture qui n'était pas la sienne, celle d'un homme nommé Thomas, un Allemand. En 1914, Marie avait 24 ans et Thomas 27. Elle habitait Flirey et lui Fribourg en Allemagne. En lisant son journal et les pages écrites par Thomas, j'ai eu le besoin irrépressible d'aller sur leurs traces. Cette histoire est la leur, et c'est aussi celle d'une guerre. La guerre, en Lorraine, la guerre tout court, c'est forcément la Grande Guerre, celle de 14-18. Il n'en existe pas d'autre, on dirait. Chaque village porte son monument aux morts et des cimetières démesurés façettent le paysage un peu partout. Français, Allemands, Américains, des milliers de soldats reposent sous la terre lorraine. J'ai fini par comprendre que l'histoire de Marie et Thomas était focalisée sur 4 villages détruits de la guerre de 14. Regnéville, Réménoville, Flirey et Seicheprey. Ils étaient très proches les uns des autres, quelques kilomètres. D'après mes recherches, ils paraissaient très différents aujourd'hui de ce que décrivaient Marie et Thomas. Pour comprendre cette histoire, il me faut aller sur le terrain. Un indice me confirme sur ma route, village détruit. Puis, une petite église en bord de route, encerclée par les arbres. Elle est très blanche, avec des pierres abîmées. Je m'enfonce dans la forêt. Comment croire à un village ici ? Cette église relevée de ses ruines est un endroit de commémoration pour le village qui, lui, n'a jamais été reconstruit. Je croise cette découverte avec les notes des journaux de Marie et Thomas. Le jeu de piste ne fait que commencer. En cheminant sur les traces du village, je tombe sur la chapelle commémorative. C'est un lieu hors du temps et sacré, plein de sérénité, dominé par une croix monumentale. Mais la violence de la guerre est encore présente avec les trous d'obus qui ont martyrisé la terre. Ce village non plus n'a jamais été reconstruit, mais le souvenir du nom des rues demeure. Seicheprey est reconstruit à l'emplacement même avec des tracés orthogonaux très différents des rues sinueuses de l'ancien village. Il ne reste que l'emplacement de l'ancienne église et le cimetière pour témoigner des ravages de la guerre qui a anéanti le village. Je parcours cette terre, aujourd'hui douce au regard et sans doute si terrible il y a 100 ans. Les ruines de Flirey sont étonnantes, notamment la taille de l'ancienne église. Le cimetière à côté est utilisé, visiblement. C'est un lieu entretenu, avec beaucoup de détails décoratifs dans les baies ou les pierres. Je trouve ces ruines romantiques, mais elles portent aussi une grande tristesse. Marie a vécu ici. Mais comment vit-on avec les morts ? Demande Hannah Arendt.
Oui, comment vivre avec mes morts à moi, Marie et son Thomas? Il me faut des réponses, il me faut davantage. Il me faut aller sur les chemins personnels de ma lignée et croiser ma mémoire familiale avec l'histoire. Lise, la descendante de Marie, s'est mise à la tâche. C'est un travail de longue haleine. Tour à tour, elle se fait historienne, chercheuse, archiviste, enquêtrice. Les archives départementales et les services de l'inventaire permettent une première prise de connaissance. Elle lit beaucoup, mais elle utilise aussi les reportages disponibles sur Internet, les documentaires et les émissions de radio. Les témoignages des poilus sont précieux. Les journaux de tranchées, la vie quotidienne, mais aussi les faits de guerre, les avancées, les positionnements géopolitiques. Lise va à la rencontre des maires actuels des villages disparus. Flirey, Réménoville, Regnéville et Seicheprey. Les personnes de la communauté de communes de Mademoiselle ont aussi des documents à transmettre. Cela lui permet de retrouver des brides de souvenirs, des cartes postales, des photographies, des lettres. Il y a beaucoup de passionnés, et Lise échange avec eux. Ce sont des gens généreux, maires ou bénévoles, qui partagent volontiers informations et documents. Peu à peu, le puzzle se reconstitue au fil des visites et des recherches. Puis il y avait les feuillets de Thomas, écrits en français. C'était principalement des lettres à Marie avant la guerre, puis des pages de journal de tranchée pendant la guerre. Le français était impeccable, un peu raide et scolaire peut-être. Pourquoi et comment un Allemand correspondait-il avec Marie, la fille de riches et aisés anciens négociants du Toulois? Ils s'étaient obligatoirement rencontrés avant-guerre. Comment avaient-ils vécu ces 4 années? Et qu'était devenu Thomas? Il y avait une histoire à démêler. Pour Marie, pour Thomas. Dans le carnet de Marie, une carte postale griffonnée et tachée d'un village oublié. Flirey, sur la route de Toul-à-Verdun, un carrefour. Un bel endroit avant-guerre. Un village de 400 âmes et 136 feux, plutôt prospère. Quant à Marie, elle habitait une belle maison bourgeoise et ses parents retirés dans leur pays d'origine voyaient d'un assez bon œil son idylle avec Thomas. Bien sûr, c'était un Allemand au nom imprononçable. Bien sûr, il y avait l'annexion de l'Alsace-Moselle depuis 1871. Mais c'était aussi un fils de bonne famille, cultivé, amoureux de la France et de leur fille. Quand je rendais visite à Marie, qui était de Flirey, nous explorions ensemble les villages des alentours où Marie avait une nombreuse parenté. Féanhaye comptait une rue et une église au centre du village. Il y avait les villages-rues typiques de la Lorraine. Regnéville et Réménoville en faisaient partie avec 2 rues principales. Regnéville était organisée en forme de T avec pour point central l'église. Le village était à la croisée de 2 routes, celle de Pont-à-Mousson à Verdun, sur laquelle donnaient les maisons bourgeoises et les activités commerciales, et celle de Thiocourt à Réménoville. Réménoville était situé sur un plateau agricole. Le village se développait en 2 rues principales et parallèles, reliées entre elles ponctuellement par des ruelles. C'était une sorte de double village-rue avec un îlot central autour duquel on pouvait circuler. L'église dominait du haut du relief, tandis que l'école était au cœur du village. Flirey était organisée sur une rue est-ouest avec les fermes à l'est et les maisons plus bourgeoises et les autres activités à l'ouest de la rue. Au centre, le cœur du village avec l'église en contre-haut, en bas la place du village et la mairie, le grand lavoir et la fontaine. Le modèle des villages-tas était dense comme à Seicheprey avec des rues sinueuses et étroites. Le village était composé en 3 rues plus ou moins parallèles orientées est-ouest. Autre particularité, le décentrement de l'église qui occupait un emplacement au nord du village. Les rues étaient larges, avec le fameux usoir lorrain que j'avais découvert à cette occasion.
Sur cet élargissement de la chaussée, la hauteur du tas de fumier, les carrioles et charrues attestaient de la richesse du propriétaire. Les façades étaient agrémentées par les rosiers, pieds de vigne ou poiriers grimpants, et puis il y avait les bancs. Les vieux y tenaient quoiraille, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient pour tout commenter et critiquer, à commencer par Marie et moi. Quand Thomas venait depuis Fribourg, il était très curieux de la France et de la Lorraine. Il l'était comme un humaniste, et évidemment comme un amoureux. Flirey était mon village, avec la grande église dominant de la butte de l'autre côté de la rue principale. On découvrait le paysage des fermes en entrant dans le village. En parcourant les rues, je lui expliquais le quotidien des gens d'ici. Il y avait une immense majorité de fermiers et paysans. Ils vivaient en autarcie presque complète. C'était un monde qui changeait peu. Notre ferronnier, M. David, savait faire et réparer beaucoup de machines agricoles. Les fermes étaient la composante principale des villages. Elles étaient sur un modèle simple et efficace, composé par travées. Il y avait la travée d'habitation avec la porte piétonne et la fenêtre sur la rue. Et il y avait là où les travées liées aux activités agricoles et animales. Dans nos villages d'avant-guerre, la mairie et l'école étaient des lieux très importants. À Flirey, la mairie était un grand bâtiment aux finitions soignées, chaînage d'angles, linteaux décorés et un spectaculaire fronton pour compléter. Flirey avait une place agréable au centre, sur laquelle nous aimions nous tenir. Le temps s'écoulait doucement et, il me semble, lentement. Pour connaître les dernières nouvelles du pays, il y avait les fontaines et lavoirs, en plus des auberges et cafés. C'était le domaine exclusif des femmes, surtout les lavoirs. Celui de Flirey, au cœur du village, était grand et beau. Il avait été construit vers 1860 en pierre de taille et nous en étions fiers. Les Flirottines avaient de la chance de bénéficier de l'abri de l'auvent les jours de pluie. À l'intérieur du bâtiment, il y avait une fontaine communale. Les jours de lessive, il s'échangeait autant de commérages et de cancans que de savon. Le bruit des planches à frotter le linge rythmait alors ce salon improvisé. Seicheprey avait une histoire riche remontant aux Gallo-romains. Comme patrimoine local, nous aimions passer devant les 2 châteaux, comme ils étaient naïvement appelés dans la région. En réalité, il s'agissait de 2 belles et grandes demeures attestées au XVIIe siècle et ayant appartenu à des seigneurs locaux. Façade ordonnancée, étages nobles et décorations classiques, avec moulures et corniches, suffisaient pour les définir comme tels. J'avais une cousine, Adeline, qui était ma meilleure amie à Seicheprey. Ses parents tenaient le café du commerce. Autant vous dire que nous y étions souvent. Son frère, Paul-André, commençait à peine ses études de droit à Nancy. Le café du commerce était tenu par la famille. J'avais donc la permission d'y aller seule. C'était un endroit important du village. Certaines fermes étaient très grandes, d'autres plus modestes.
Derrière, on trouvait la grange avec la remise pour les véhicules, et en mezzanine, le stockage des foins. Et puis, les animaux qui se partageaient là ou les travées, suivant les moyens du fermier. Bétail, parfois chevaux, lapins et poules. Les cochons étaient souvent dans la porcherie, à l'arrière de la ferme. Tout ce petit monde humain et animal coexistait dans une proximité domestique. Les villages que parcouraient Marie et Thomas avaient encore leur structure du XVIIe siècle. Les formes adoptées permettaient en effet de fermer complètement les rues en cas d'attaque. Le village devenait un fort, renfermé sur lui-même et défendu par l'épaisse muraille continue des fermes. Certains avaient la chance d'avoir un puits privé, comme à Seicheprey, où quasiment toutes les fermes avaient leur propre approvisionnement d'eau sur leurs parcelles. Ce village était réputé pour la qualité et la quantité de ses sources, ce qui posait d'autres problèmes d'humidité permanente. Enfin, la mairie-école était excentrée. Au rez-de-chaussée, l'école. Au premier étage, la mairie et quelques logements. La façade était aussi simple et répétitive qu'à Regnéville. Il y avait quelques 30 enfants avant-guerre, mais la fréquentation diminuait beaucoup avec l'été et les travaux des champs, ce dont se plaignait l'instituteur. À Réménoville, c'était une autre parente, ma tante, que nous allions voir. Ancienne institutrice, elle lisait beaucoup et continuait à s'occuper des enfants. Les fermes étaient là, encore, plutôt grandes, avec la taille des portes de grange pour en témoigner. L'électricité nous paraissait aussi lointaine qu'un mirage, mais il y avait une ligne téléphonique par village dans une salle de la mairie réservée à cet usage. Nous parcourions la rue de l'église qui montait vers le grand édifice avec son calvaire monumental. La vie rurale était rythmée par les saisons et par le climat. Les fermes se tenaient chauds les unes les autres pendant l'hiver. Nos villages étaient faits pour garder la chaleur. Et inversement, pendant l'été lorrain qui peut être très chaud, les murs conservaient la fraîcheur. Regnéville était le village d'origine de ma mère. Mes parents s'étaient mariés dans la petite église. Inutile de préciser que nous y avions gardé une nombreuse parenté. Le lavoir était situé à l'entrée sud du village, près de la croix de Mission. Le village était très humide et l'écoulement déjà insuffisant au XIXe siècle. L'eau, c'était capital. Évidemment, nous n'avions pas l'eau courante. Pour la plupart des gens, il fallait aller à l'un des puits ou l'une des fontaines de la commune. Les cafés et auberges étaient les endroits de convivialité. L'auberge Tassin de Regnéville, les 3 cafés de Fliret et l'auberge de Réménoville. L'auberge Tassin était très réputée dans la région. À l'entrée sud du village, c'était une grande bâtisse avec une salle à manger au rez-de-chaussée, les cuisines et l'accès à la cave par un soupirail. Il y avait quelques chambres au premier étage et les combles pouvaient encore servir d'hébergement en cas d'affluence, par exemple lors des comices agricoles ou des mariages. On pouvait se tenir sur la petite placette de la façade sud devant l'entrée de service. Mais la belle entrée était à l'ouest, sur la façade principale. 3 travées la composaient avec des fenêtres en linteau, en arc surbaissé.
Les fermes étaient enduites de 3 ou 4 couches d'enduit à la chaux, souvent teintées par le sable dont elles étaient composées. Leur couleur dépendait donc des matériaux locaux. La maison au lambrequin était composée de façon rigoureuse et symétrique, sur 3 travées. Le jeu sur les enduits de façade de couleurs différentes la singularisait. Elle avait des tableaux et une corniche purement décorative. Mais la toiture elle-même était décorée avec des lambrequins, éléments décoratifs en bois, qui se découpaient en nombres festonnés. Une petite fenêtre en débord, servant d'entrée au pigeonnier, complétait la façade et en renforçait la symétrie. Ces maisons bourgeoises, avec étages, étaient du XIXe, et contrairement aux fermes, elles n'avaient aucune partie consacrée à l'agriculture ou à l'élevage. À Regnéville, la mairie-école était un peu à l'égard du village, dans un bâtiment du XIXe, simple et régulièrement composé. Chaque église des 4 villages avait ses caractéristiques. Celle de Réménoville était une église néo-gothique assez imposante. Signée par l'architecte nancéien Léon Vautrin, elle fut construite de 1857 à 1860, sous le mandat énergique du maire de l'époque, M. Lallemand. L'église néo-gothique était construite sur un plan basilical à 3 vaisseaux couverts de voûtes d'ogives de même hauteur, ce que l'on appelle une église-halle. Les vaisseaux latéraux étaient composés de grands vitraux et d'arcs aux sculptures remarquables. Au niveau du chœur, l'autel principal et des décors latéraux en partie basse des murs montraient une certaine richesse. Des éléments de colonnes étaient bel et bien sculptés en partie basse comme les bases, mais restaient sous la forme de blocs grossiers en partie haute. Les chapiteaux n'avaient pas été taillés. Les voûtes quadripartites donnaient l'impression d'une toile de pierre suspendue. L'église était située au cœur de l'ancien village, à la croisée de 2 rues. Elle est insérée dans le village sans le dominer. Datée de 1782, elle est de style classique modifié au XIXe siècle. Au-dessus de la porte d'entrée, un fronton triangulaire était orné d'un tétragramme rayonnant avec la date de l'église. La nef unique couverte de tuiles canal était complétée par un chevet gothique, la partie arrière. Entourée aussi de son ancien cimetière, l'église était sans recul par rapport à la rue. L'église de Seicheprey était la plus ancienne. Elle appartenait à un ancien quartier fortifié du nord du village, dit Le Fort. Apparu au XVIe siècle, ces fortifications et fossés disparurent à la fin du XIXe siècle. Le our qui couronnait l'église jusque-là disparut en même temps. Cette église abritait encore des piliers romans datés du XIIe et XIIIe siècle, une tour romane dans l'œuvre sur la première travée. Avant-guerre, la nef gothique avait 3 vaisseaux et 3 travées. Le volume extérieur était très simple. Le presbytère voisin occupait autant de place au sol que l'église. C'était une ancienne vaste ferme reconvertie avec de nombreuses pièces. Saint-Étienne de Fliret était signé par Paul-Alexandre Vivenot, un architecte nancéien de la fin du XIXe siècle, dans un style néo-gothique. Saint-Étienne était une très grande église, avec un presbytère et une école de filles à ses côtés. Dominant le village, elle était l'objet de discordes entre maires et curés successifs depuis plus de 50 ans. Les fidèles avaient tranché. L'église était démesurée, et encore plus l'orgue dans sa tribune. Le maire avait d'autant plus tonné que personne ne savait en jouer dans la paroisse. Sous l'influence de l'abbé Klein, les budgets furent votés par le conseil communal de 1850. En 1876 et 1877, le clocher-porche gothique et monumental était construit par un autre architecte, et l'ancienne tour romane latérale fut démolie. C'était un clocher-porche très riche et très orné, avec un mouvement ascensionnel renforcé par des éléments décoratifs néo-gothiques tels les gables, les pinacles et autres.
La flèche en ardoise de l'église était couronnée par une très belle croix et un coq girouette. La Saint-Étienne d'avant-guerre était donc une grande église avec 3 vaisseaux, le vaisseau central étant le plus haut. Son élancement vertical était renforcé par l'absence de tout chapiteau. Le regard montait des fûts des colonnes aux croisées d'ogives sans solution de continuité. Les baies à remplage gothiques étaient presque toutes différentes et le mobilier était très soigné. Confessionnal, banc de communion et tribune d'orgue. Les voûtes étaient remarquables par l'élégance de leurs dessins, et particulièrement celle du chœur. Une clé de voûte imposante permettait de réunir plusieurs arcs. Le pays de Marie, comme le mien, Outre-Rhin d'ailleurs, était un endroit calme, paisible en apparence. Mais nous évitions tous les deux d'aborder l'annexion de l'Alsace-Moselle et je cachais mes journaux allemands en France et mes journaux français en Allemagne. Nous avions suspendu au-dessus de nous une épée de Damoclès qui ne cessait de s'alourdir sous le poids des revendications. Et nous ne savions pas encore qu'en une semaine, le monde pouvait basculer dans une guerre aussi totale que meurtrière. L'Europe des empires et des monarchies dont les souverains s'appelaient mon cousin ou mon frère entre eux tenta des conciliations qui n'aboutirent pas. La triple alliance d'un côté, France, Russie et Grande-Bretagne, joua contre la triple entente ou triplice de l'autre, Autriche-Hongrie, Allemagne et Italie. L'été 1914, du 28 juillet au 4 août, le sort de millions de personnes se joua en quelques télégrammes et déclarations. Mais la guerre que personne n'a voulu avance inexorablement. Dans cette machine infernale, les alliances sont solidement nouées avec les réflexes patriotiques, les vieilles rancunes territoriales et l'entêtement de certains états-majors et dirigeants. Le monde venait de s'embraser et il allait brûler longtemps. Mon amour, ici, tout tourne autour de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo le 23 juin dernier et de l'ultimatum posé par l'Autriche à la Serbie aujourd'hui. La situation est tendue. Comment va réagir la petite Serbie face au grand empire austro-hongrois ? Marie, crois-moi, ce qui arrive est terrible. Tu ne vois pas les implications, mais l'Autriche est liée à l'Allemagne, qui la soutiendra. Et la Serbie est protégée par la Russie, une puissance que l'on ne peut ignorer. En Allemagne, crois-moi, c'est la course à l'armement poussée par les états-majors. Nous, Allemands, avons le sentiment d'être encerclés d'ennemis, à tort ou à raison. Et la France, de l'autre côté, désolé de te l'écrire, ma chérie, je ne suis pas d'accord avec cela, mais notre peuple a l'impression de devoir se défendre sur les deux fronts. Il commence à y avoir un sentiment de méfiance envers les Français. Le plan Schlieffen devrait nous permettre de nous dégager de cet encerclement. Tout est en place pour la tragédie.
L'avancée allemande d'août 1914 prend tout le monde au dépourvu et l'affolement des états-majors français est révélateur de la situation. La bataille de la Marne, en septembre 1914, permet d'arrêter l'offensive. Le 22 septembre, Allemands et Français s'entretuent pour les reliefs du saillant de Saint-Mihiel, emplacement stratégique permettant de contrôler la route, la voie ferrée et le canal jusqu'à Verdun. Le front se stabilise début 1915. C'est le début de la guerre de tranchées. Le tracé variera peu au cours des 3 ans à venir, le déplacement des lignes de tranchées se comptant en kilomètres au mieux et en mètres le plus souvent. C'est là, sur cette ligne qui court comme une cicatrice béante de la mer aux Vosges, que des millions d'hommes vont se battre, survivre et mourir. Thomas, je ne comprends pas comment tout a pu s'enchaîner si vite. C'est de la démence pure et simple. Nous vivions en paix au début de la semaine, et depuis hier, l'Allemagne nous a déclaré la guerre. J'ai écouté à la radio la rediffusion du discours de Jouhaud sur la tombe de Jaurès. Il disait « Ils ont assassiné Jaurès. Nous n'assassinerons pas la France. » C'est effrayant, tout le monde pousse à la guerre, et même les socialistes réputés pacifistes. C'est l'union sacrée. Tous les partis unis, comme ce que tu me racontes de l'Allemagne. Mon frère Nicolas est enthousiaste. Il oublie que j'aime un Allemand. Mon cousin Paul-André est plus circonspect. Ils me disent que la guerre sera courte, qu'elle durera quelques semaines ou au pire quelques mois. Tant mieux, nous pourrons reprendre notre vie très vite. C'est peut-être la dernière lettre de France que tu reçois pour un certain temps, Thomas. Alors sache juste que je t'aime, quoi qu'il arrive. Marie, mon amour, je ne t'enverrai jamais cette page, je n'en ai pas le droit. Mais je t'écris quand même dans l'espoir que mes mots te parviennent un jour, ce journal t'est donc dédié. Après les offensives de l'été dernier sur la Marne puis en Argonne, nous sommes finalement venus, j'ose à peine l'écrire, mon régiment est à Réménoville. Ici, la propagande est terrible, pas moyen de démêler le vrai du faux. Notre Luftwaffe, notre aviation, l'a bombardé dès septembre 1914 car c'est un emplacement stratégique pour nous. Il ne reste plus grand-chose. C'est une base avancée et nous luttons chaque jour pour conserver cette position. Je sais que Flirey a été évacué avant d'être bombardé et se trouve maintenant dans le No Man's Land. Regnéville est encore à nous, mais pour combien de temps ? Le village est très abîmé, les fermes sont par terre. Quant à Seicheprey, j'en ai pas de nouvelles précises. Les églises que nous avons tant visitées sont par terre, étant les cibles prioritaires, tant pour ton aviation que pour la mienne.
Thomas. Nous sommes partis de Flirey dès septembre 1914 et avons rallié dans un premier temps Thiaucourt, puis Nancy. Papa y a gardé une maison, heureusement. Nicolas est parti, engagé volontaire. Paul-André est aussi parti et il nous écrit davantage que Nicolas. Ce qu'il raconte est terrible. Les Allemands sont passés dans Flirey et ont arraché les tuyaux d'orgue pour en faire des périscopes. Quant à moi, il est hors de question que je passe la guerre à t'attendre. Je me suis donc engagée comme infirmière dans la Croix-Rouge. Les premiers jours ont été épouvantables. Rien ne pouvait nous préparer à ces visions de membres arrachés, ni à l'odeur de gangrène. J'allais vomir tout le temps. J'ai cru que je n'y arriverais pas. C'est à devenir fou, Marie. Nous avons de belles tranchées bétonnées. Il paraît que vous n'en avez pas d'aussi belles, mais elles deviennent des piscines en cas de pluie. Nous pataugeons dans la gadoue. La dernière fois, de retour de maraude, nous mangeons ce que nous trouvons et chassons. Franz, mon ordonnance, a dû m'aider à dégager ma botte de la boue dans laquelle elle était restée coincée. Franz s'occupe par ailleurs, il pratique la photographie, il a pris tout le village en ruine. Le courage des hommes est extraordinaire. Ils endurent tout sans se plaindre. Ils dorment 2 ou 3 heures, puis se remettent au travail. Le village est en ruine, l'église aussi. Nous avons creusé des tranchées partout, et les Français sont très près. À Regnéville, nous sommes partis en pillant le village et surtout les poêles. Les Français, qui y sont désormais, doivent avoir très froid. Nous les bombardons de nos tranchées en contre-haut, il paraît que c'est un jeu de massacre. Nous sommes envahis, comment te l'écrire délicatement, de parasites, poux, puces, morpions. Nous nous lavons comme et quand nous pouvons. Mon uniforme Felgrau tient debout tout seul, tant il est raide de crasse. Je te laisse imaginer les odeurs des hommes, et aussi des déchets, des latrines, et pire, les corps des hommes qui pourrissent dans la terre et que nous n'avons pas le temps d'évacuer. La puanteur est abominable. C'est l'enfer, Marie. Un enfer de boue l'hiver, de poussière l'été. Mais tu vois, on se fait à tout, et on aménage notre enfer personnel. Thomas. À Noël est arrivé Paul-André, mon cousin officier à Verdun, qui est en permission. Il nous raconte l'enfermement souterrain et les hommes qui deviennent fous et la soif. Les journées que me racontent mes blessés dans les tranchées sont monotones ou terrifiantes et il n'y a rien entre les deux. Les tâches qu'on leur confie sont abrutissantes. Étayer les tranchées, ravitailler, acheminer les blessés. Puis aller en reconnaissance, en évitant les barbelés et les clochettes qui les trahiraient. Et puis il y a les assauts, la mort des camarades. Ils n'ont pas les permissions auxquelles ils auraient droit car les hommes manquent partout. Cette guerre qui devait durer quelques semaines s'éternise et nous épuise tous. Aujourd'hui, après 3 ans de guerre, je me rends compte que nous tenons non pour l'Allemagne ou le Kaiser, mais pour nos familles et nos amours restés à l'arrière. Le front de l'Est est terrible. Les Russes se sont bien vengés depuis leur défaite de Tannenberg en 1914, et il y a maintenant les États-Unis entrés dans le jeu infernal depuis le 2 avril. Tant d'incertitudes autour de nous et de nouveaux adversaires. Ici, sur l'Ouest, tout semble à la fois figé et périlleux. Pour le moment, tout est calme. Le ciel au-dessus de moi est si bleu. Comment croire à la guerre ? Je veux croire que tout cela s'arrêtera, mais le flux incessant des blessés est de plus en plus rapide et grandissant. Je vole littéralement de l'un à l'autre et recueille trop souvent les râles et les dernières paroles des mourants. La vie quotidienne est marquée par des restrictions. Nous sommes rationnés en pain et en viande, mais nous n'avons pas faim grâce au jardin et à l'entraide.
Heureusement, la France peut importer. Après les succès du printemps, nous avons des nouvelles alarmantes des Alliés, notamment des Américains qui remontent depuis le sud. Je crains que nous ne puissions plus tenir nos positions. On parle de négociations, de reddition même. Pour calmer les esprits, tous les membres de notre régiment ont été décorés de la Croix de Fer, das Eisernen Kreuz. J'ai reçu en tant qu'officier la décoration de première classe. Nous sommes en train de reculer malgré la propagande toujours aussi active. Il y a de plus en plus de raids aériens au-dessus de nous. Je ne sais pas quand je reviendrai en Allemagne ou en Lorraine, Marie. Thomas est mort quelques mois avant l'armistice, touché par un éclat d'obus d'un bombardement des positions allemandes. Il est tombé à Réménoville, dans la tranchée que les Français surnommaient la tranchée au rat. Il a pu être identifié et ses affaires, dont son journal, ont été restituées à sa famille. Sa mère, qui ne parlait pas français, a décidé d'envoyer son journal de tranchée à Marie, à qui il était de toute évidence destiné. Marie a reçu ce journal. Elle l'a lu, elle l'a fermé et ne l'a plus jamais ouvert. Elle l'a gardé toute sa vie, avec son journal de guerre à elle, comme une relique. Son frère Nicolas a été porté disparu en 1918. Marie a fini par épouser un ancien combattant originaire de l'Ouest et a quitté la Lorraine. Mais avant cela, elle a assisté au début de la phase de déminage de la zone rouge, puis la reconstruction de sa région. Les nouveaux villages, les nouvelles églises, les nouvelles mairies et écoles. Elle a vu la vie reprendre ses droits, doucement et timidement au début, puis de plus en plus fort. Bien sûr, il y avait désormais les monuments aux morts et les cimetières et les cérémonies. Mais dans le paysage bouleversé qui commençait à cicatriser et à renaître, il y avait la paix et il y avait l'espoir.